Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel JavaScript consacré aux débutants. Donc qu'est-ce qu'on va faire en fait aujourd'hui? Je vais présenter rapidement le projet avant qu'on se lance. Ici on a une barre de progression circulaire, ce qu'on utilise généralement lors des téléchargements. Donc comment est-ce que ça va fonctionner? Lorsqu'on arrive, je vais actualiser la page et là nous sommes à 0%. Si je renseigne par exemple ici 22%, vous voyez que la barre évolue de 22% et la valeur qui est ici s'incrémente au fur et à mesure. De la même façon, si je dis que nous sommes à 78%, la valeur s'incrémente jusqu'à 78. Et si on passe dans les 100%, la valeur va aller jusqu'au bout. Si on revient par contre au niveau de 25%, vous voyez que la valeur décrémente progressivement. Donc c'est cette barre de progression qu'on va faire et la valeur qu'on renseigne à ce niveau sera prise et elle sera ensuite remplie au niveau de la barre de progression. Pour faire ce petit tutoriel, je précise déjà qu'il faut être relativement à l'aise avec le HTML5 et le CSS3. Au niveau du JavaScript, le JavaScript ne sera pas très compliqué, mais il faudra comprendre certaines notions de calcul. Et vous allez le voir lorsqu'on sera en train de travailler. Donc, on va directement se rendre dans notre projet, un projet totalement vierge. J'ai simplement créé un dossier, comme vous allez le voir ici, qui s'appelle Progress Bar. Et dans ce dossier Progress Bar, je vais me créer un premier fichier que j'appelle ici index.html, qui sera le fichier qui va contenir tout notre code HTML. Dans le même dossier, je vais créer un autre fichier et je vais l'appeler simplement styles.css. Et c'est le fichier qui va contenir tout notre CSS. Donc, je vais garder cet élément de côté. Je choisis ici d'utiliser Visual Studio Code simplement parce qu'on va utiliser le Live Server qui va nous permettre de voir les modifications en temps réel. Donc, dans notre HTML, on va générer immédiatement la structure de base d'une page HTML. Juste un peu en dessous, je vais charger mon CSS et je l'ai appelé là styles.css. Et après, je me dis que le titre que je vais donner, c'est peut-être quoi? Circular Progress Bar. Je viens ainsi de finir avec l'entête et on va passer au corps du document en lui-même. Donc, qu'est-ce que je vais me mettre ici? Je vais mettre un élément qui aura la classe main. À l'intérieur, je vais me mettre un élément qui a la classe outer pour signaler que c'est la bordure extérieure. Ensuite, je vais y ajouter un élément qui aura la classe inner qui sera la bordure intérieure, le contour intérieur en fait. Et à l'intérieur, je vais me mettre un élément qui aura un identifiant. Et ici, je vais dire que c'est le progress number. Donc, c'est la valeur qu'on a actuellement dans notre barre de progression. Et je vais mettre 0% initialement. Donc, pour voir à quoi ça ressemble en temps réel, on va lancer le Live Server. Et pour le moment, voilà ce qu'on obtient dans notre page. Donc, pour rendre les choses plus belles, on va se rendre dans notre CSS et on va commencer à travailler. Et comme je l'ai dit, vous devrez être relativement à l'aise avec le HTML et le CSS3 parce que je ne vais pas expliquer grand chose ici. On va commencer par mettre ici un box sizing et on va demander que ce soit du border box. De la même façon, je me dis qu'il faudra qu'on détruise toutes les marges et les marges, on va les détruire plutôt au niveau du body. Donc, je vais lancer ici un body. À ce body, je vais mettre un margin de 0, un padding de 0 et je vais lui donner un font family qui sera simplement du sans serif. Ensuite, je me dis par exemple qu'à ce même body, je vais lui donner une couleur de fond ici, mais on va plutôt utiliser du 23, 25, 28. Donc, on aura ce fond de couleur. Et après, je vais me dire par exemple qu'on ne peut pas travailler avec les éléments qui sont coincés comme ça à l'angle. Donc, il faut les renvoyer au centre de notre page. Je vais donc mettre un display flex, un justify content à center et un align item à center également. Et je vais également demander que ça prenne la largeur, la hauteur complète de la page. Donc, je mets ici une hauteur à 100 VH. Et si vous remarquez, vous allez voir que le 0 est directement centré. Maintenant, je vais descendre un peu plus bas et je vais m'intéresser à l'élément main qui contient en réalité notre barre circulaire en elle-même. Et je vais simplement lui donner ici une position relative et une largeur de 200 pixels. Ensuite, je vais m'intéresser à l'élément que j'ai appelé outer, qui est la partie extérieure, qui est là, le contour extérieur. Lui, je vais lui donner une hauteur de 200. Je vais également lui donner une largeur de 200 pixels. Je vais lui donner un border radius à 50%.
En réalité, pour le moment, vous ne pouvez rien voir parce qu'en fait, il n'y a pas de couleur. Donc, pour que vous voyez un peu de quoi il ressort, je vais mettre une simple bordure ici que je vais appeler un pixel solide et je vais par exemple dire que c'est du rouge. Donc, lorsque je vais mettre, vous voyez qu'on a ce contour circulaire. Il devient circulaire uniquement parce qu'on a ajouté le border radius, mais initialement j'ai dit 200 de hauteur et 200 de largeur, donc c'est un carré. Et quand j'ajoute maintenant le border radius à 50%, on obtient quelque chose de circulaire. Mais en réalité, ce que je veux ici, ce n'est pas de lui mettre une bordure, je veux plutôt lui mettre une propriété qui sera du box shadow. Et pour ce box shadow, je vais mettre un 6 pixels. Ensuite, je vais lisser le 6 pixels, je vais mettre 10 pixels. Et je vais utiliser un système de couleurs RGBA. On va mettre simplement une couleur noire. Et je vais ajouter un deuxième box shadow. Donc, le premier que je viens de mettre ici, je vais le copier simplement et je vais le rajouter juste ici après. Dans ce deuxième, je vais plutôt demander à avoir ici moins 6, de ce côté moins 6 et je vais laisser ça ainsi. Donc, lorsque je vais sauvegarder, vous voyez qu'il y a une bordure qui apparaît là tout autour. Je vais supprimer ce que j'ai ici et je pense que je vais peut-être ajouter un padding de 20 pixels. Ensuite, je vais me concentrer sur ce que j'ai appelé le inner ici. Et pour bien voir de quoi il en ressort dans le inner, je vais mettre encore un autre border ici pour que vous puissiez observer. Et là, je vais dire un pixel solide. Et peut-être la couleur, ça sera dièse FA 4400. Et vous voyez que pour le moment, voilà ce qu'on obtient ici. Ensuite, je vais demander que ça prenne également une certaine hauteur et dans son cas particulier, je vais lui donner 160 pixels. Je vais également lui donner une largeur de 160 pixels. Et là, déjà, on devra avoir quelque chose de carré. Ensuite, je vais également lui donner aussi un border radius de 50% pour qu'il soit circulaire. Maintenant, je veux qu'il soit centré au milieu de mon élément. Je vais commencer par lui donner ici un display flex. Je vais lui donner un justify content à center, un align item à center. Est-ce que ça change quelque chose? Pour le moment, le cercle en lui-même n'est pas centré. Par contre, le texte qui est à l'intérieur est désormais centré. Je vais essayer de lui ajouter un padding de 20 pixels également. Et là, vous voyez que mon élément s'est immédiatement centré. Je vais lui ajouter également du box shadow parce que je veux que quelque chose, je veux produire un certain effet. Donc ici, je vais prendre simplement du box shadow. Le box shadow que je vais mettre ici en premier paramètre, on va mettre le inset. Ensuite, je vais ajouter 4 pixels. Je vais reprendre mon RGBA et à ce RGBA, cette fois-ci, je vais plutôt mettre 0,85 à ce niveau-ci. Ce que je viens de mettre, je vais copier la valeur et je vais la dupliquer en fait. Je la rajoute ici, mais cette fois-ci, je vais plutôt demander à avoir moins 4 et on va continuer avec les mêmes valeurs. Ici, on n'aura plus 0, mais on aura plutôt du 255. Donc, je veux que ce soit quelque chose de blanc. On va ajouter un autre box shadow, autant pour moi. Et ce nouveau box shadow, je vais simplement mettre ici un 0,5. En valeur négative, bien évidemment, j'ajoute de nouveau la même chose et là, je vais simplement mettre 0. Je précise que ça sera encore du RGBA et je vais copier le RGBA que j'ai ici. 255, 255 et 255. Je mets ça ici, mais cette fois-ci, la valeur que je demande, ça sera simplement 1. Je sauvegarde. Et après, je peux supprimer la bordure que j'avais ici. Désormais, voilà ce qu'on va obtenir. Vu qu'on a notre texte qui est tout au milieu et qui est encore sombre, on va devoir s'intéresser à ce texte. Donc, je vais mettre ici le progress number. Et pour ce progress number, en fait, on va lui changer d'abord sa couleur. Là, on va demander qu'il prenne une couleur qui sera blanche. Et après ça, on va lui ajouter une couleur, une taille de texte ici là qui sera de 40 pixels. Et je me dis qu'on peut le mettre en gras, donc je vais mettre ici un font weight à 600. Donc à ce niveau, je crois qu'on a fini le CSS du HTML qu'on avait précédemment conçu. Et là, mon fichier m'indique qu'il y a une erreur. C'est à ce niveau si j'ai mis un point virgule au lieu de rajouter une virgule. Et là, les choses ont l'air bien mieux.
Donc, dans notre HTML, on s'était dit quoi? On s'était dit qu'on aura besoin d'un input. Et à ce input, je vais ajouter un placeholder. Le placeholder va simplement demander à l'utilisateur d'ajouter une valeur. Et c'est la valeur qui va permettre de faire tous nos traitements. Donc, il va également falloir qu'on traite cet input en lui-même. Donc, si je reviens par ici, on va se mettre à ce niveau et je vais demander à traiter le champ input. Je vais lui donner un margin top à 20 pixels. Je vais légèrement descendre. Ensuite, je vais lui donner une largeur de 100% et je vais simplement lui donner ici un padding de 10 pixels et ensuite de 20 pixels. La dernière chose dont on aura besoin ici, là, c'est d'un SVG. Et pour ceux qui ne connaissent pas les SVG, je vous demande de vous renseigner. Mais SVG signifie simplement Scala Vector Graphics. Donc, j'ai déjà un SVG tout fait que je suis en train de coller par ici et que vous pourrez bien évidemment reprendre. Ce n'est pas quelque chose de bien compliqué. En regardant juste cette partie, vous pourrez simplement reproduire ce SVG. On définit le SVG, je lui donne une largeur de 200 et une hauteur de 200 simplement parce que mes éléments CSS également, l'élément extérieur, je lui avais donné 200. Donc je lui donne 200 et 200. Dans cette partie, la partie qui est linéaire gradient ici, j'ai simplement défini un gradient linéaire de couleur que je vais pouvoir utiliser pour faire le remplissage de ma barre de progression. Et ensuite, j'ai demandé qu'il y ait un cercle. Le cercle, c'est lui que vous voyez apparaître tout ici. Donc, on va devoir styliser ce SVG et une fois qu'on aura fini de le styliser, on obtiendra cette barre que vous voyez à ce niveau-ci. On va donc revenir dans notre CSS et on va s'intéresser d'abord au SVG en lui-même. Donc, je vais cibler l'élément HTML SVG. À cet élément, je vais lui donner une position absolue. Et là, je voulais plutôt mettre absolue. Je vais lui donner une position à gauche de 0 et je vais lui donner une position en dessus de 0 également. La deuxième chose que je vais ensuite faire, c'est de me dire quoi? Lorsque j'ai collé mon SVG, vous allez vous rendre compte qu'au niveau du cycle qu'on a ici, j'ai mis un certain identifiant ID cycle. Donc, je vais cibler cet ID cycle. Je vais par exemple me dire que je cible mon SVG et à l'intérieur, je récupère l'élément qui porte le cycle. Une fois que je récupère cet élément qui porte le cycle, j'ai envie de lui donner un certain nombre d'éléments. Je vais dire premièrement que je ne veux pas qu'il soit rempli. Donc je vais mettre un fil à none. Vous voyez que ça redevient totalement vide. La deuxième chose que je vais dire, c'est que je veux l'épaisseur de son contour en fait. Je veux que ce soit de 20 pixels. Et pour ça, je vais mettre ici un stroke-8. Je vais lui demander de prendre 20 pixels. Pour le moment, on ne voit rien parce qu'on n'a pas encore mis de couleur. Et maintenant, je vais donc lui demander de prendre la couleur qu'il va devoir utiliser. Et pour ça, je vais dire qu'on va prendre simplement ce qu'on a défini dans le gradient color. Je mets ici color. Et là, je me rends compte que je suis en train d'écrire quelque chose d'un peu bizarre. Ça doit être comme ceci. Lorsque je vais sauvegarder, vous voyez que immédiatement, on a ce contour qui apparaît. D'où nous provient ce URL gradient color? On a dit qu'on voulait que ça fasse 20 pixels. Les 20 pixels, c'est ça qui font l'épaisseur qu'on voit ici. Maintenant, la couleur s'y provient simplement de ce qu'on a mis ici au linéaire gradient color. Vous allez vous rendre compte qu'il y a cette première couleur et cette deuxième couleur. Donc, je demande en fait au contour de prendre cette couleur et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, je vais mettre ici une propriété qu'on appelle généralement le stroke d'archerie. Et le stroke d'archerie ici, là, c'est ce qui permet le remplissage de cette valeur. Regardez par exemple, je vais mettre 0, je sauvegarde, il ne se passe rien. Si je mets ici 100 et que je sauvegarde, vous voyez que ça coupe les éléments. Mais en réalité, comment on fait pour connaître la valeur? Parce que dans le cas précis qu'on a, la valeur ici, c'est 565,48. Lorsque je mets, c'est totalement plein. Comment est-ce qu'on fait pour connaître cette valeur? On va simplement venir à ce niveau. On a dit que le rayon, c'est 90 pixels et vous allez calculer le diamètre. Donc, le diamètre, c'est 2 fois le rayon fois pi. Et ça va vous donner la valeur exacte que vous devez mettre ici. Là, j'ai mis 656, mais c'est plutôt 565. Ensuite, on a une prochaine propriété qu'on appelle ici là, le stroke dash offset. Et le stroke dash offset, en fait, si je mets 100, il va cacher une certaine partie. Donc, il cache la partie qui correspond à 100. Ensuite, je vais donc demander que je veux également que ce soit 565,48. Comme ça, notre barre sera totalement vide. Et après, je vais maintenant me dire, je vais mettre une transition. Et la transition que je veux mettre, ça sera sur le stroke dash offset.
Je veux simplement que cette transition se fasse en 1 seconde et ça sera du is in. Je n'oublie pas mon point virgule et je sauvegarde. Vous voyez que maintenant notre barre est totalement vide. Une fois qu'on a fait ça, on vient de finir avec notre CSS et on va se lancer directement dans le JavaScript. Juste avant la fermeture de la balise body, c'est là on va faire notre JavaScript. Donc là, on doit commencer par récupérer déjà ce qui nous provient de notre champ input. Et là, je vais faire un get element by ID. Je vais récupérer quelque chose qu'on appelle le PSN value. Le PSN value sera simplement la valeur qu'un utilisateur a saisie. Et je me rends compte qu'ici, je n'ai pas mis un identifiant qui s'appelle PSN value. C'est important que je le mette. Donc, je vais mettre ici un ID et je vais lui donner la valeur PSN value. Ce qui fait qu'on pourra récupérer ce qui provient de ce champ sans problème. Une fois que je le fais, je vais me dire, lorsqu'on récupère ce qui provient du champ du formulaire, on va lui ajouter un événement. L'événement ici sera de type change, ça veut dire lorsque la valeur du formulaire change, on veut lancer une fonction, comme ceci. Et je me dis que la fonction va prendre un élément en paramètre. Maintenant, quels sont les éléments dont on aura besoin pour travailler ici? La première chose, c'est de prendre la valeur qui a été saisie dans le formulaire. Donc, on va définir ici une valeur. Et cette valeur sera simplement ce qui provient du formulaire qu'on aura converti. Donc, je fais ici un pass int. Et dans ce pass int, je vais prendre l'élément en cours sur lequel on travaille. Je vais le cibler. Donc, je lance le target et je récupère ce qui contient dans son value. Je vais ensuite récupérer un deuxième élément ici. Et l'élément, c'est le cercle qui est contenu dans le SVG. Donc, je vais dire ici que let cycle. Et le cycle en lui-même sera simplement le document.getElement by ID. Et on va récupérer l'ID cycle. À ce niveau, je pense que j'aurai aussi besoin du rayon simplement parce que j'ai envie de calculer la circonférence du cercle. Donc, je vais prendre le cercle que je viens de récupérer. Je vais récupérer son attribut ici. Donc, je vais récupérer ici getAttribute, le rayon. Et à ce niveau, j'ai oublié de mettre le signe égal. Donc, je vais le mettre immédiatement. Maintenant que je récupère le rayon, j'ai envie de calculer la circonférence comme on a dit. Et là, je vais appeler ça par exemple circ. Et je vais me dire la circonférence, comme on s'est dit, c'est 2 fois le rayon fois pi. Et donc, je vais récupérer ici math.pi. Et ensuite, je vais multiplier cet élément par 2. Et ensuite, je vais le multiplier par le rayon. Là, je viens de calculer la circonférence. Et je vais me définir un compteur qui initialement va porter la valeur 0. Donc, je pense qu'on est bon pour commencer à travailler. La première chose qu'on doit vérifier, c'est la valeur qu'un utilisateur a renseignée. Et ici, on a dit qu'on va convertir la valeur qu'il renseigne en entier. Donc, s'il vient nous renseigner une valeur, par exemple A ou alors bonjour, lorsqu'on va convertir, ça va nous dire que ce n'est pas un entier. Et pour ça, on doit lancer une condition if. Et on s'est dit par exemple que si ce que l'utilisateur nous renseigne ici, là, c'est isNone, la valeur qu'on reçoit, n'est pas un entier, on va simplement prendre cette valeur et on va se dire que on est à 100% par défaut. Si de la même façon, il nous renseigne une valeur qui est négative, donc ici on a inférieur à 0, nous on ne veut pas ça, on veut ramener la valeur simplement à 0. S'il vient nous donner une valeur qui est supérieure à 100, nous on aimerait pas avoir une valeur qui est supérieure à 100, on va simplement renvoyer notre valeur ici à 100. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est de calculer la valeur qu'il va falloir remplir. Donc, je vais lancer ici un fill value. Et pour ce fill value, on va calculer quelque chose de très simple. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait comprendre quelques concepts mathématiques. Donc, on va prendre la circonférence. À cette circonférence, on va calculer ici 100, à laquelle on va retrancher la valeur que l'utilisateur aura saisie initialement. Et une fois qu'on retranche cette valeur, on va diviser de nouveau par 100. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vous laisse effectuer le calcul vous-même. Vous pouvez prendre la règle de 3 pour trouver ce calcul. Vous allez vous dire par exemple que si on a une circonférence qu'on a calculée ici qui représente les 100% et cette circonférence c'est la valeur qu'on avait mis à ce niveau. Si on a une circonférence qui représente les 100%, lorsqu'un utilisateur saisit une valeur ici, quel est le pourcentage que ça va représenter? Vous allez arriver à cette formule mathématique. Maintenant, une fois qu'on a calculé cet élément, il va falloir qu'on remplisse notre cercle. Donc, je vais prendre ici là le cycle, je vais lui mettre le style et au niveau du style, je vais utiliser la propriété -array du JavaScript. Je vais donner désormais la valeur qu'on vient de calculer, qui est le fill value.
Donc à ce niveau déjà, si on vient tester, lorsque je vais mettre par exemple 25 et que je vais valider, vous voyez comment ça se produit. Je mets par exemple ici 15 et ça ne marche pas comme ce que je vous ai présenté, simplement parce qu'à ce niveau j'ai utilisé le stroke dash array et non pas le stroke dash offset. Donc on va sauvegarder et on va réessayer. Je dis par exemple que je mets 15 et vous voyez comment la valeur évolue. Je mets ici 75, vous voyez comment la valeur évolue de nouveau. Donc maintenant ce qu'on doit faire, c'est de gérer simplement le remplissage des valeurs à l'intérieur, l'incrémentation des valeurs. Et pour gérer cette incrémentation des valeurs, on va lancer ici un setInterval. Le setInterval, c'est une fonction JavaScript qui prend un intervalle de temps dans lequel il doit faire une fonction régulièrement. Donc ici, je vais lancer la fonction qui va être effectuée. Et je me dis qu'on va effectuer cette fonction sur 1000 millisecondes, donc l'équivalent d'une seconde initialement. Et qu'est-ce qu'on va faire? Le counter qu'on avait lancé initialement, on va lancer une condition sur lui. Et on va dire que si le counter est égal à ce que l'utilisateur aura saisi, donc on va dire ici à la valeur que l'utilisateur a saisi, on veut arrêter notre intervalle d'exécution. Donc on va faire ici un clear interval. Par contre, si ce n'est pas le cas, on a envie d'incrémenter notre compteur de façon à ce qu'il puisse arriver à la valeur qu'on aimerait que le script s'arrête. Et après, on va se dire quoi? On va simplement se dire qu'on va prendre notre document.getElement by ID et là, on va récupérer ici là le progress number. Donc, lorsqu'on récupère le progress number ici, on va lui ajouter du texte. Et là, je vais utiliser ici du inner text. Ce que je vais lui mettre, ça sera simplement ce qu'on aura à l'instant là dans le counter. Et je vais ajouter un petit pourcentage pour que ça ressemble à quelque chose de joli. Donc, si je viens à ce niveau maintenant et que je dis par exemple 75%, je me rends compte simplement que les 75% n'ont pas pris effet. Est-ce que j'ai bien ciblé le progress number par ici? Regardons un peu ce qu'on avait mis à ce niveau. C'est bien le progress number. Mais il paraît que j'avais mal écrit quelque chose. Donc, je vais remettre la valeur. Je mets 75. Et là, vous voyez que chaque une seconde, on a une valeur qui s'incrémente. Mais vu que cette valeur est déjà remplie, on aimerait que le chiffre qu'on a ici remplisse au même moment que notre valeur. Et pour faire ça, on va simplement diviser le temps ici là par ce qu'on aura récupéré depuis la valeur renseignée par l'utilisateur. Donc si on revient à ce niveau et que je mets par exemple 75, vous voyez que ça remplit au même moment. Lorsque je vais mettre 25, et là on vient de finir avec notre barre de progression. La dernière chose que vous pouvez par exemple faire, je ne vais pas la faire, si je mets ici la 0, vous voyez qu'on reste ici à 25. Et là, je vous donne comme exercice de simplement mettre cette valeur à 0. Trouver la condition pour faire en sorte que lorsqu'on met 0 à ce niveau, que cette valeur redescende également à 0. Donc, ça sera tout pour ce petit tutoriel et vous aurez appris comment faire une barre de progression circulaire. Dans un cas pratique, comment est-ce que ça va fonctionner? Par exemple, vous renseignez un fichier. Le fichier que vous allez renseigner va peser une certaine valeur. Et la valeur que le fichier pèse, on va par exemple dire ça pèse 500 kilobits. Les 500 kilobits ici, là, vous aurez simplement remplacé cette valeur au niveau de val ici. Et vous aurez votre traitement. Donc, lorsque votre fichier sera en train de télécharger, la barre va remplir au fur et à mesure immédiatement. On va donc se donner rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la page, d'activer les notifications et également de partager les contenus. Surtout, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus pour indiquer que vous avez aimé mon tutoriel.